la destruction a-t-elle du bon? Voici le sujet du jour. Et pour l'introduire, parlons de notre chère capitale française, Paris. Au 19e siècle et plus précisément en 1850, Paris est déjà le cœur du pays, mais est limité. Les rues sont étroites, sales, sombres et émettent bon nombre de problèmes. Dans une situation comme cela, la France aurait pu choisir le statu quo et Paris serait resté une grande ville affluente. Mais les dirigeants ont choisi de détruire plus de 25 000 maisons, ainsi que certaines allées pour en construire de nouvelles. C'est ainsi que certains endroits phares ont vu le jour. Rénovation du palais de justice, finalisation du musée du Louvre, l'aménagement des Champs-Élysées, l'ouverture de nombreux parcs. Et l'homme qui était en charge de tout ça, Georges Eugène Haussmann, qui donnera son nom au bâtiment haussmannien. Avec le recul, on peut dire que cette destruction de Paris n'était pas si mal, non? Et bien dans le sport, et plus précisément en NBA, c'est cette décision que beaucoup de dirigeants ont du mal à prendre. Savoir prendre des risques pour passer de bon à excellent. Mais cet été, les Knicks ont eu le courage de virer Tom Thibodeau, alors même qu'il était le premier coach à les emmener en finale de conférence depuis 25 ans. Alors Mike Brown est arrivé et a tout rasé pour viser encore plus haut. Mais alors comment se passe le chantier jusqu'à présent? Allez, venez avec moi, on a du pain sur la planche. Commençons avec l'attaque. Comment peut-on vouloir détruire une attaque qui était top 5 de NBA l'an passé? En réalité, parce que cette attaque était un peu trop prévisible et qu'elle s'était écroulée en playoff par manque de ressources. Et si, je vous assure, parce que si on regarde dans le détail jusqu'à la blessure de Tatum, sur les 2 premiers tours, l'offensive rating était tombé de 120 en régulière à 110. En réalité, c'est la défense qui a un peu tenu la route sur le début de la série contre Boston. Et en attaque, il y avait tellement de marge de progression. Alors Mike Brown, il est arrivé et il a envoyé un peu à la poubelle l'attaque de l'an passé et a mis en place d'autres objectifs pour cette attaque, notamment ceux d'embrasser pleinement la pace and space era. Jouer plus rapidement avec plus de flow offensif, une création partagée et surtout créer beaucoup de tirs à 3 points ouverts. Et ces bonnes positions avec le bon personnel nous ouvrira de bons tirs au cercle, voilà le plan. Et dans les chiffres, c'est assez flagrant cette révolution spacing. Sur ce début de saison, les Knicks sont passés de la 27e à la 3e équipe qui se crée le plus de catch and shoot à 3 points par match, augmentant le chiffre de plus de 10 par match. L'équipe est aussi passée de la 27e à la 4e fréquence de tir à 3 points, tout simplement. Ça, c'est le quoi, mais le plus intéressant, c'est sans doute le pourquoi. Le comment arrive-t-on à ces tirs? La première chose qui nous amène à cela, c'est de la création bien plus répartie, notamment via une attaque presque en weave offense, c'est-à-dire que beaucoup d'actions démarrent par un jeu à 2, un main à main entre les guards afin de donner de la vitesse et un avantage au premier vrai porteur de balle de l'action. Le meilleur représentant de cette notion, c'est clairement Mikal Bridges, qui est pour l'instant dans le 100e centile en assist par usage avec 1,34. En gros, à son poste, personne n'est orienté autant passing que lui et ça reflète bien son importance à la création sous Mike Brown. Son utilisation est variée, mais déjà, il est beaucoup utilisé en connecteur direct de Brunson. On l'utilise en poseur d'écran sur des ghost screens comme ici, où il arrive avec beaucoup de vitesse face à un switch immobile et peut donc attaquer l'espace et connecter au shooter. Et en le plaçant ici, sur le haut du terrain, c'est coup double, parce que si la défense double Brunson, tu as directement ton deuxième ball handler à une passe près, et lui, il peut attaquer le 4v3, ou en tout cas c'est ce qu'on lui demande. Mais ce qui est marquant, c'est le flow offensif de ces Knicks qui ne s'arrête jamais de relancer des actions si la première échoue. Ici, Brunson en poseur d'écran ne donne rien. On s'en va dans l'aile avec un main à main pour 4 et Mikal a l'intelligence d'encore une fois glisser l'écran. Et encore une fois, la défense switch est donc statique et donc Mikal s'extirpe rapidement, peut attaquer et va jusqu'au cercle, attire l'aide et fait le kick-out dans le corner. Ce jeu de main à main, il peut tout à fait se déplacer dans l'aile justement avec 4 ou avec un petit. Et lorsque deux petits interagissent, on appelle ça une pistol action.
Et Mikal aussi, il excelle là-dessus. Ici, il utilise parfaitement la gravité de Brunson pour garder le ballon et encore une fois driver, casser la défense et créer un bon tir, cette fois-ci sous le cercle. Mikal se régale à la création secondaire et nous surprend en envoyant même ce genre de skip pass corner opposé. Mais attendez une petite seconde, revenons en arrière. Avez-vous remarqué pourquoi Deuce est tout seul dans le corner ? Le secret, c'est le cut de OG Anunoby et justement, ça me permet d'aborder le second chapitre du playbook de Mike Brown qui a pour intention de devenir le roi des cuts. Ce qui se passe ici est assez simple, c'est que McBride part de 45 pour aller dans le corner opposé. Et dans le même temps, le cut de OG attire Patrick Williams, ce qui libère le shooter dans le corner. Désormais, le spacing, c'est peut-être avant tout des mouvements, des cuts qui créent des appels d'air et donc des meilleures positions de tir, et ça, Mike Brown l'a bien compris. Ici, on a un step-up screen pour Mikal, et OG de suite coupe sur la ligne de fond d'un corner à l'autre. Ça libère l'espace à Brunson qui s'y décale, et tir ouvert pour le meneur. On pourrait se dire un cut, c'est un cut, mais les Knicks ont désormais des cuts assez précis sur les timings et surtout sur les angles d'où ils viennent. Le premier, c'est le cut à 45 qui est assez intéressant puisqu'il vient punir le défenseur en stunt. Comme ici, Sam Merrill se prépare à faire l'aide sur le pick and roll, le stunt, et le cut de McBride attire donc Lonzo, et c'est encore une fois un tir ouvert pour les Knicks. C'est un petit détail, mais une totale nouveauté dans le playbook, et les Knicks sont de plus en plus à l'aise sur les timings de ceux-là, qui permettent aussi parfois de juste punir l'aide directement via du scoring. Mais le fait de le faire venir depuis 45, depuis l'aile, c'est assez nouveau, et les défenses ont parfois du mal dans leur schéma à le défendre, de s'arrêter un peu là-dessus. Ici, les Wolves mettent Rudy sur le non-shooter Josh Hart, et donc les Knicks contre-move l'appel en poseur d'écran pour impliquer Gobert. Malin. Pick and pop de Josh et il arrive à attaquer en drive le pivot et donc la couverture défensive en second rideau est la suivante. Mike Conley, le lowman, vient au cercle et Reed descend vers le corner entre les deux attaquants, entre le corner et l'aile. Si la balle va au corner, c'est Reed qui va descendre et Conley qui va remonter pour former un X-out pour défendre le tir. Et comme ça, en théorie, Reed peut gérer deux attaquants. Sauf qu'en faisant ce cut, Towns change un peu la structure de l'action puisque Reed doit défendre le corner et un cut. Et ça, c'est bien plus dur que de défendre deux joueurs statiques. On coupe donc le X-out à la source et ça change vraiment les habitudes des défenses. De rendre les finisseurs en mouvement et ça met les défenseurs dans des dilemmes très complexes. L'autre cut signature, c'est le double Danny Green cut ou le double backdoor cut, comme vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que les joueurs sur la baseline vont changer de corner en même temps. Ici, c'est ce qui se passe avec Deuce et OG pendant que Kat et Brunson jouent un empty side pick and roll. Les Bulls vont faire un blitz sur Brunson et monter à 2 dessus. Et donc c'est Giddey qui vient couvrir le pop de Towns. Mais ce qui se passe off-ball, c'est que le cut de McBride attire Okoro, ce qui laisse Mikal et OG face au seul Trey Jones, dans un espace immense. On libère la balle, connexion et tir ouvert encore une fois trouvé. Il y a vraiment ce côté reculer pour mieux sauter et surtout manipuler le lowman, ne jamais le laisser tranquille, comme ici où Randle pense abandonner Josh, être tranquille, mais le cut de McBride attire Conley, libère un méga espace à Josh Hart et surtout les deux loups ont du mal à suivre l'action on-ball des yeux. Kick out à Josh qui a l'espace pour driver face à un Randle en retard et Conley lui est à la traîne pour McBride dans l'autre corner. Ça ouvre donc la raquette, petit écran de Mitchell Robinson et les yeux ouverts. C'est ce bazar complet que Mike Brown veut et bonne nouvelle, c'est complètement reproductible avec Josh Hart. Enfin plutôt ça lui redonne de la valeur off-ball et ça c'est ultra important. Comme ici où il attire complètement Patrick Williams et laisse donc Bouzelis gérer le 2v1 au large. Mission très complexe et encore une fois les Knicks arrivent à créer un tir ouvert. Malgré tout, faut bien le dire, Mike Brown c'est pas l'amour de sa vie Josh Hart comme ça l'était pour Tom Thibodeau. Josh Hart joue, mais Josh Hart joue moins et laisse donc sa place à bien plus de line-up en full 5-out qui sont juste méga intéressantes offensivement. On a déjà vu autant quasiment cette saison la line-up Brunson, McBride, Mikal, OG et Towns que sur toute la saison passée. C'est dire. Et alors, est-ce que ça marche ?
en attaque en tout cas, les séquences sont méga encourageantes par la qualité des tirs trouvés. Brunson est une machine à casser les défenses en drive, et donc venir aider sur lui, c'est laisser soit un tir ouvert, soit un autre drive and kick. Alors, est-ce que ça vous dit de tout mélanger dans le blender sur une possession pour voir ce que ça donne? Allez, on plonge dans le deuxième quart-temps face aux Wolves, et ce qui se passe, c'est qu'on a un empty side pick and roll, et dans le même temps, on a le double Danny Green cut, et plutôt une bonne défense des Wolves qui vont switcher le pick and roll, et donc pas de décalage. Mais justement, ils ont switché. Et donc, Towns a un mismatch, on peut le servir au post-up, et là, il a 4 shooters autour de lui. Aucune aide possible. Et il est un peu gros le chat quand même, et il peut aller jusqu'au dunk. Bon, à ce moment-là, si vous êtes encore là, vous vous dites, et les stars dans tout ça? Elles sont contentes? Elles ont des systèmes parce que les cuts de Josh Hart et les main à main de Mikal, c'est sympa, mais quid de Jalen Brunson et Karl Anthony Towns? Commençons par celui qui fait le plus de bruit de par sa complexité, le gros chat. Si personnellement ses performances ne sont pas encore génialissimes, c'est ce que veut en faire le nouveau coach qu'il faut plutôt retenir. Le shoot, ça va, ça vient, mais les sets, eux, seront toujours là. Et là où il a de vrais sets, c'est lorsqu'il joue avec la seconde unit, et on retrouve alors un Towns en véritable hub offensif, en décisionnaire premier de ce qui va se passer dans un spacing presque parfait. On le place souvent dans un côté vide et autour de 5 bons shooters pour un spacing maximal donc, et on a pas mal de contre-moves prévus dans ces configurations. Séquence intéressante face à Boston où on joue un pinch post stagger. Alors le nom est compliqué, mais en gros, Kat a la balle dans l'aile gauche et sur la droite on a 2 écrans pour OG Anunoby. Sauf que OG il coupe après le premier, ce qu'on appelle une twirl action, et il se retrouve donc seul au panier. Towns le sert et c'est un dunk facile. Même action ici où Chicago anticipe ce play call et Okoro coupe ce fameux cut. Mais du coup Clarkson, un des poseurs d'écran, s'écarte et se retrouve seul. Là encore, Kat peut le servir parce qu'il a la qualité de passe pour le faire. Le défenseur de Clarkson est en retard, ça attire le close-out et ça casse la défense. On retourne face à Boston sur la possession suivante où on rejoue le même play. Mais Boston, cette fois-ci, arrive à rester attaché et couper le cut. Et c'est là où le flow offensif est intéressant, parce que c'est pas grave. Kolek, lui aussi, reçoit l'écran de Mikal, va chercher le ballon dans les mains de Towns, et surtout, OG continue sa coupe, et après, il reçoit un exit screen pour se relocaliser dans le corner. Les deux joueurs se retrouvent sur l'aile opposée, Kolek fait la bonne passe, et c'est juste du beau basket. Les Knicks utilisent donc parfaitement cet espace et aiment aussi jouer des actions en screen the screener. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'un joueur pose un écran descendant pour un joueur qui coupe au panier, puis le poseur d'écran va lui-même jouer le main à main avec Towns. Et là, soit il y a un cut dans le spacing et Towns peut le trouver, soit le joueur joue un main à main avec un premier décalage et a donc potentiellement une fenêtre de tir derrière. Towns se régale là-dessus et fait vraiment parler ses qualités de passeur, mais ce qui est important aussi, c'est le spacing qui permet toutes ces cuts et tout cet espace. Et le captain alors dans tout ça? Ça y est, on n'a plus besoin de lui, il n'a pas d'action lui. Déjà, il est pas mal utilisé en poseur d'écran sur ses actions ou 4 à la balle, et sa gravité fait que souvent on va être à 2 sur lui, et donc le cut s'ouvre assez régulièrement. Mais lui aussi a ses actions balle en main et son importance. On retrouve les classiques empty side pick and roll avec Towns et aussi les double drag en attaque rapide qui sont encore plus intéressants lorsqu'on utilise 2 bigs en poseur d'écran. Mais surtout on retrouve une action pas mal sur ce début de saison, c'est le Spain Leak pick and roll. En gros, Mitchell Robinson pose un écran et un shooter, souvent Clarkson, en bas dans la raquette, pose aussi un écran au défenseur de Mitchell Robinson. Et ça, soit ça libère un espace à Brunson, soit ça bloque le défenseur de Mitchell Robinson et ça ouvre donc le roll. Et en mettant un shooter, ce shooter il peut donc vite s'écarter et leak l'action et proposer une solution de tir. Et comme Brunson attire très souvent 2 défenseurs sur lui, ça met le défenseur du deuxième poseur d'écran dans l'embarras de devoir choisir entre soit un dunk sur le roll, soit un tir ouvert sur le leak. Et là Edwards ne choisit aucun des deux,
et ça fait panier. Bon, tout ça, ça en fait des pages dans le playbook de Mike Brown, n'est-ce pas? Mais ces playbooks avec beaucoup de mouvements comme celui-ci font souvent face à une couverture que les Knicks vont, je pense, beaucoup voir, c'est le switch all. On change sur tous les écrans, on joue presque de la zone et finalement tout ce mouvement est freiné. C'est ce qu'ont fait les Wolves d'ailleurs et c'est là où les restes de Tom Thibodeau sont intéressants et où Jalen Brunson devient encore plus crucial. Face au switch all, c'est lui qui va devoir chercher les isolations et punir soit les bigs, soit les mismatchs. Et face aux Wolves, il l'a plutôt bien fait face à Rudy Gobert ou alors en allant chercher Mike Conley toute la rencontre. Mais les restes de Tom Thibodeau, c'est aussi que lorsque Brunson attire le mismatch et attire en particulier le big sur lui, il y a souvent un mismatch au rebond et c'est ça la dernière carte à jouer de l'attaque de Mike Brown. Attaquer collectivement et agressivement ce rebond lorsqu'il y a un mismatch potentiel. Et ce n'est pas un hasard, je pense, si les Knicks ont fait leur meilleure perf de la saison face à une équipe qui essayait un switch all. C'était une vraie stratégie et une conséquence directe de tout ce mouvement. Vous l'aurez compris, Mike Brown est ambitieux et veut faire des Knicks un véritable show collectif. Une troupe qui joue beaucoup sur le rythme, le mouvement et instaure un chaos permanent à l'adversaire. L'objectif est clair et affiché, devenir une meilleure attaque que l'an passé, qui était déjà 5e de NBA. Rien que ça. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Eh bien, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Mais une chose est sûre, c'est que ces Knicks-là sont sans aucun doute l'une des équipes les plus fun à suivre tactiquement de toute la NBA. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez un peu plus envie de regarder les Knicks. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous comme d'habitude, c'est très important. Et peut-être à bientôt pour une vidéo sur la défense de New York si j'ai le temps. Ciao, ciao.